Bonjour Abigail Assa, Bonjour. enchantée de vous connaître et merci d'avoir accepté cet entretien lors de la parution un roman de votre roman, votre premier roman, Aussi riche que le roi, traduit en roman avec ce titre, La Fête de Bogart Oui. aux éditions littéraires. Euh, On va parler un peu, ayant vu un public romain qui ne connaît pas beaucoup la situation du Maroc, mais il faut vous dire que moi j'ai beaucoup aimé votre roman, qui est un roman, un premier roman, une belle découverte. C'est un roman puissant qui est placé à Casablanca au Maroc dans les années 90 et qui, à travers une histoire d'amour et un personnage féminin très remarquable, Sarah, 16 ans, très belle, française, mais une condition pauvre qui vit avec sa mère à la limite de la banlieue à Casablanca. On découvre donc une situation sociale et historique du Maroc des années 90 que peut-être le public roumain ne connaît pas très bien. Ma première question serait pourquoi vous avez choisi cette époque de Casablanca et de Maroc? Parce que vous êtes né dans les années 90 à Casablanca, donc c'est la période de votre naissance pratiquement. Et donc un peu la genèse de ce roman. Et puis, est-ce que vous vous documentez parce que c'est un roman plein de détails d'époque? Et est-ce que pendant ces 30 années, la situation a changé au Maroc? C'est une question très riche. Merci beaucoup Ouais. pour vos mots sur le roman. Effectivement, c'est vrai que c'est un pays étranger et puis on connaît pas toujours forcément les mœurs et puis la situation politique d'un pays. En l'occurrence, le Maroc, pour revenir précisément aux années 90, moi, effectivement, j'avais seulement 3 ans au Ouais. moment où le livre se déroule. J'avais plusieurs raisons en fait qui m'ont poussée à faire ce choix. J'avais des raisons que je qualifierais presque d'égoïstes parce que j'avais peut-être envie d'explorer l'esthétique aussi des années 90 qui me plaît beaucoup. Et l'écriture d'un roman, c'est long, donc j'avais à cœur aussi d'avoir aussi cette esthétique qui me plaisait. J'avais envie d'explorer ça. Mais je dirais qu'il y a aussi une raison qui est peut-être plus importante, plus précise, c'est que les années 90 au Maroc, c'était les années de plomb. C'est une période avec une répression politique, religieuse extrêmement pesante. Et je trouvais qu'en fait, ça se prêtait bien à cette histoire qui est un peu amère, qui vraiment parle de l'impact d'un système sociétal sur un destin individuel. Je trouvais que les années de plomb, les années 90, se prêtaient vraiment bien à cette histoire. Et puis il y avait aussi peut-être une raison un peu plus symbolique, qui est que dans les années 90, comme partout dans le monde, il n'y avait pas encore la démocratisation d'Internet, il n'y avait pas encore de réseaux sociaux. Et j'avais vraiment envie de parler du Maroc comme d'un système clos, en fait, qui renforce cette obsession des personnages d'aller ailleurs, de traverser l'Atlantique. Il parle beaucoup de l'Amérique qui est de l'autre côté de l'Atlantique. Le fait qu'il n'y ait pas ces fenêtres sur le monde que permettent Internet, ça permettait vraiment de renforcer cette idée de système clos. Et de renforcer aussi l'esthétique du conte qui est très présente aussi dans le roman. Donc, toutes ces raisons m'ont mené à choisir les années 90. Vous demandiez aussi, il me semble, si la situation avait A changé. changé parce que là, vous parlez d'un régime très autoritaire, de classe sociale très distincte. Il y a
une opacité, vous dites en roman, entre les classes sociales. Sarah qui essaie de échapper à sa pauvreté, à sa classe sociale, en essayant de séduire et d'épouser un garçon très riche, même plus riche que le roi. Voilà le titre du roman. Est-ce que quelque chose a changé pendant ces 30 années au Maroc? Ça dépend en fait de ce dont on parle précisément. Moi, je dirais que les choses, en réalité, ont assez peu changé. La Notamment, transgression des classes sociales, est-ce que c'est possible aujourd'hui? non, alors justement, je trouve que ça n'a pas vraiment changé, cet hermétisme en fait entre les classes. Pour moi, dans une grande ville comme Casablanca, il est toujours d'actualité. Les classes sociales ne se mélangent pas, et surtout les inégalités sont criantes. C'est pas du tout quelque chose qui est réglé. Aujourd'hui, je parle beaucoup dans le roman du fait que la loi ne s'applique pas de la même façon selon l'endroit où on est né. Si on est né du bon côté de la barrière, en fait, le rapport aux lois est beaucoup plus souple. La loi s'applique pas pareil pour tout le monde. Ça, c'est encore le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, l'argent peut acheter la justice, par exemple, au Maroc. L'argent peut acheter aussi des soins, évidemment, dans les hôpitaux. On n'a pas la même espérance de vie selon son statut social. Donc tout ça, c'est toujours d'actualité, même 30 ans plus tard. Ce qui a changé, en revanche, c'est que il y a beaucoup plus de prise de parole de la jeunesse marocaine, d'artistes, pas seulement des écrivains, même des illustrateurs, des humoristes. Il y a vraiment énormément de prises de parole, notamment sur les inégalités, la condition des femmes, etc. Donc on sent que là, le pays est vraiment en ébullition, qu'il y a une prise de conscience. Mon livre fait partie en fait d'un ensemble de prises de parole, et ça me donne, moi, beaucoup d'espoir pour l'avenir. Par exemple, cette histoire de domination perpétuelle au Maroc, il y a des phrases dans le roman qui disent les femmes sont dominées par les hommes pauvres, les pauvres sont dominés par les riches, les hommes à leur tour, il y a des degrés de domination à l'intérieur de la richesse, par exemple. Donc c'est toute une échelle contraignante de la domination. Est-ce que la condition des femmes a changer un peu cette Sarah qui est une jeune fille de 16 ans, rebelle, qui essaie d'échapper à sa condition, qui essaie de séduire un garçon riche, mais qui finalement ne peut pas l'épouser à cause de sa famille. Est-ce qu'elle aura un destin différent? Qu'est-ce qu'elle deviendra au-delà de cet livre, par exemple? C'est toujours difficile de savoir ce qu'un personnage aurait été dans un autre contexte, dans une autre époque. Moi, c'est vrai que malheureusement, je suis un peu pessimiste. J'ai l'impression que Sarah, aujourd'hui, elle n'aurait pas forcément un destin différent. Et aujourd'hui, des jeunes filles au Maroc qui ne voient pas d'autres options que de sortir de leur condition sociale par le mariage, il y en a encore énormément. Et c'est pas parce qu'elles sont pas féministes, qu'elles veulent pas faire des études, etc. Ça n'a rien à voir. En réalité, c'est des femmes qui n'ont vraiment aucun privilège dans la vie. Elles n'ont même pas le privilège de se dire qu'elles peuvent s'en sortir par les études, ou ne serait-ce que de faire des études. Donc, elles n'ont pas d'autres solutions. Il y a eu un article très, très intéressant qui est sorti l'année dernière dans un grand journal français qui s'appelle Le Monde, qui parle de toute une tendance, en fait, des jeunes femmes aujourd'hui à avoir recours à la chirurgie esthétique pour Au Maroc ou en général? C'est en général? Au Maroc. Au Maroc. Il y a toute cette tendance, il y a un recours à la chirurgie esthétique pour ressembler à un certain canon de beauté. Et en fait, ces femmes, elles ont souvent pas beaucoup de moyens, mais elles disent en fait, ça c'est un investissement sur mon corps, ce qui me permettra de trouver un mari riche, ce qui me permettra de sortir de ma condition sociale. Donc ça arrive encore aujourd'hui. Et à nouveau, moi, mon point n'est sûrement pas de blâmer ces femmes. Ces femmes, elles sont victimes du système qui ne leur laisse pas d'autres options. Donc, c'est bien la preuve que les inégalités, elles sont si profondes, elles sont si installées que c'est vraiment compliqué
d'avoir réellement les mêmes chances au départ dans la vie dans un pays comme le Maroc. Est-ce qu'elle réussit vraiment ses mariages après ses efforts? Est-ce qu'elle réussit? Est-ce que Sarah ne réussit pas de faire ce mariage? Sarah, effectivement, dans le livre, je ne vais pas trop dévoiler la fin, mais effectivement, le mariage est compromis. Oui. Dans Vrai les que cas c'est ambigu, un peu la fin, c'est pas très clair. Il y a des espoirs quand même pour les deux jeunes. Oui, c'est une fin ouverte. Vous laissez quand même, il me semble, des espoirs à la fin du livre. Oui, espoir ou désespoir, en fait, on peut choisir selon son niveau. C'est une fin ouverte, effectivement. Non, je ne saurais pas vraiment vous répondre sur ces femmes-là, parce que chaque destin est unique. Mais ce qui est certain, c'est que ça indique qu'il y a un problème dans le système, que le système est vicié à la base, et qu'il y a quelque chose à faire sur ce sujet-là par les autorités marocaines. Mm-hmm. Et à propos de Driss, qui est le garçon très riche que Sarah veut épouser, c'est un personnage intéressant, ce n'est pas conventionnel. Et cette histoire d'amour, moi j'ai bien aimé parce que c'est ambigu, c'est pas vraiment de l'amour, c'est une sorte d'affection, attachement fraternel finalement entre les deux, parce que les deux essaient de se révolter contre leurs conditions. Il y a l'idée de rébellion pour les deux. Driss, il est riche, mais il est très contraint par sa famille dans ce cercle de l'argent, de faire de l'argent, plus d'argent et de rester dans son cercle et donc de jamais avoir de relation avec des filles comme Sarah. Et ce Driss, il est laid, il est très comment dire, inhibé, et il n'est pas très dynamique, il ne fait pas des efforts dans la société parce que de toute façon, sa condition sociale le protège. Mais il observe tout, il sait, il est habitué avec l'argent, il observe tout, il regarde les gens du point de vue de l'argent, mais quand même, il y a en lui une sorte de révolte qui le définit en tant que personnage un peu hors de sa famille, et il essaie quand même de se révolter. La question, est-ce qu'il réussira finalement à faire ce pas ou il va rester, il va céder à la famille, il va rester dans le cercle de sa famille et de l'argent? Est-ce que c'est la rébellion de la jeunesse et tout, et finalement il va revenir dans les conventions de sa famille? Ce qui est certain, c'est que Driss, effectivement, il a une rébellion en lui que peut-être Sarah lui permet d'allumer, parce qu'avant de rencontrer Sarah, il n'avait pas le courage. Soumis, oui. Et je pense que chacun devient la porte vers la liberté pour l'autre. Sarah, pour elle, Driss est une potentielle liberté, et Driss, en Sarah, trouve une forme de liberté. Et donc, effectivement, leur rapport n'est pas tellement un rapport d'amour traditionnel, une romance telle qu'on l'entend habituellement, peut-être dans la littérature, dans le cinéma. C'est peut-être plus une alliance, comme vous le disiez, effectivement fraternelle, une alliance qui va leur permettre de trouver un moyen de contourner ce système qui est extrêmement pesant pour eux. Moi, ça me plaisait beaucoup, en fait, de commencer le livre avec des archétypes presque un peu clichés, type La Belle et la Bête, une histoire d'amour vraiment très archétypale, pour ensuite piéger un peu le lecteur et le mener vers une histoire qui n'a rien à voir avec une histoire d'amour, mais qui est beaucoup plus une histoire de domination sociale, une histoire qui est très critique envers le pays concerné. Donc ça me plaisait aussi de jouer avec ces clichés, de jouer avec les archétypes, et de mener le lecteur vers un lieu auquel il ne s'attendait pas forcément. Le destin de Driss, ce qu'on voit dans le livre, c'est effectivement une tentative de se libérer à travers Sarah. Est-ce qu'il se libère ou est-ce qu'il ne se libère pas? J'ai volontairement pas répondu à cette question. Je n'ai pas conclu ce livre par une réponse claire, parce qu'en fait, c'était pas intéressant pour moi de dire
à la fin, tout se passe bien, ils finissent ensemble et ils arrivent à s'en sortir. Dans ce cas, ça aurait été, c'est comme si j'avais écrit ce livre pour rien. En fait, tout va bien, il n'y a pas besoin de critiquer le Maroc. Non, je voulais pas terminer sur une note trop joyeuse parce que les problèmes sont là et que c'est conclure de façon positive, ça aurait peut-être laissé entendre que les problèmes sont pas si importants que ça. Et en même temps, je voulais pas conclure de façon trop négative parce que moi-même, j'ai cet espoir pour le Maroc, j'ai cet espoir que parfois les destins individuels peuvent aller au-delà de ce que le système impose. Est-ce que Driss parvient à se libérer par Sarah ou pas? Je n'ai pas répondu dans le livre et je pense qu'il vaut mieux ne pas répondre pour justement continuer à réfléchir. Mais je vois ici justement cet espoir dont vous parliez, l'espoir qui vient de la part des jeunes générations du Maroc qui essaient de se révolter, de changer quelque chose aux conventions du pays. Donc c'est un espoir ici qui reste dans le livre à la fin. Et une autre question porte sur la ville de Casablanca. Vous êtes né à Casablanca, c'est une ville mythique à partir de films classiques hollywoodiens, Casablanca, où on voit bien sûr des Américains, des riches, un amour romantique ou pas. Mais la Casablanca, c'est une ville orientale extraordinaire dans le roman, pleine de saveurs, paysages très pittoresques. Qu'est-ce qu'elle représente pour vous, cette ville? C'est votre ville natale, n'est-ce pas? C'est non seulement ma ville natale, mais c'est aussi la ville dans laquelle j'ai grandi, puisque j'ai vécu à Casablanca jusqu'à mes 18 ans. Donc, c'est la ville où j'ai vécu le plus longtemps. C'est vraiment la ville de mon enfance, de mon adolescence, de ma famille aussi. C'est là d'où viennent mes parents, mes racines en général. C'est vraiment Casablanca. Je suis très liée à cette ville. J'ai un attachement qui est presque charnel. Je pense que ça se sent aussi dans le roman. Oui. Oui, où les descriptions sont très sensorielles, ça donne vraiment à percevoir la ville. Et je pense que c'est mon propre rapport à la ville qui est un rapport extrêmement sensoriel, extrêmement charnel. C'est une ville qui m'a marquée, qui vit toujours en moi, même si je l'ai quittée et que aujourd'hui je vis ailleurs. Je sais même pas si je serais capable de décrire avec autant de précision et autant peut-être d'amour une autre ville que Casablanca, qui est vraiment une ville très très importante pour moi. D'ailleurs, ce que je trouve assez intéressant, c'est que pendant l'écriture du livre, je n'y suis pas allée une seule fois. J'ai écrit le livre entièrement ici à Paris ou dans d'autres villes, mais pas du tout à Casablanca. Et en fait, toutes ces descriptions... C'était des souvenirs. C'était des souvenirs, les sensations. Des sensations en fait qui sont vraiment à l'intérieur de moi et que ce n'était pas un effort pour moi d'aller les chercher puisque je vis vraiment avec. Donc cette ville, elle est presque inscrite dans mon corps. Est-ce que c'est vrai aujourd'hui la même chose? Les pauvres, ce sont eux, ceux qui prennent le bus. Est-ce que aller à pied pour les femmes, c'est pas très bien aujourd'hui? Même aujourd'hui, c'est les mêmes règles et la même différence. Alors c'est pas forcément des règles, hein, c'est vraiment plus, on va dire, des coutumes, même des coutumes. Oui, effectivement, les femmes, notamment les femmes de familles très bourgeoises, très favorisées, mettent pas le pied dehors. Même aujourd'hui. Même aujourd'hui. Ça peut évidemment se faire, hein, c'est pas interdit, mais c'est très rare. C'est pas du tout la norme. L'espace public est beaucoup plus réservé aux hommes. Après, bien sûr qu'il y a des femmes dans la rue, hein, c'est pas complètement flou, mais il y en a moins et rarement des femmes favorisées qui, elles, ont vraiment grandi comme dans peut-être la peur de la ville, la peur du monde extérieur. C'est pas elles qui ont peur, c'est une peur qui leur a été imposée. En réalité, il n'y a pas vraiment de raison d'avoir peur à Casablanca, mais c'est vrai que traditionnellement, ces jeunes filles-là sont vraiment invitées à rester à la maison. Quant aux transports en commun, les bus, etc., alors oui, totalement, encore aujourd'hui, il y a vraiment une ségrégation socio-spatiale
où certains transports en commun sont réservés aux personnes les plus défavorisées, et puis les personnes favorisées vont avoir parfois leur propre chauffeur ou leur Le propre taxi? voiture, un taxi, mais encore les taxis sont presque considérés comme pas assez chic pour la haute bourgeoisie marocaine. Ils ont leur propre chauffeur. Donc, c'est pour vous dire, en fait, l'immense distorsion de rapport à la ville. L'inégalité est vraiment très, très creusée. Et c'est pareil pour le lycée français de Casablanca aujourd'hui encore, que vous avez terminé et qui est présent dans le livre. Donc, il faut aller au lycée avec le chauffeur ou un taxi pour les élèves, pareil aujourd'hui. Faut Ah pas... oui, le lycée français de Casablanca, c'est un lycée qui est extrêmement bourgeois, où la majorité des élèves viennent de milieux extrêmement favorisés, mais pas tous. Et en fait, ceux qui ne viennent pas de ces milieux-là reçoivent la culture du lycée comme extrêmement violente, parce que c'est très, très, très difficile d'être dans un lycée où tout le monde arrive dans la voiture de son chauffeur, quand soi-même, on n'a pas les moyens de venir au lycée avec un chauffeur. C'est un lycée qui, pour ça, est porteur d'une grande violence symbolique et qui, je pense, a plein d'avantages, parce que c'est effectivement un super lycée avec un excellent niveau, de super professeurs, de super infrastructures, mais au niveau symbolique, il porte aussi énormément de violence. Et comment a été reçu votre roman en France? Il est publié chez Gallimard. Moi, je trouve que c'est un très bon début. Quelle a été la réception en France de votre livre? C'est toujours difficile de regarder son propre parcours, mais je dirais que c'était quand même un livre qui a trouvé son public. J'ai eu des retours extrêmement positifs de lecteurs, mais aussi de la reconnaissance, même professionnelle. J'ai été dans plusieurs listes de prix, j'ai obtenu des prix, donc c'est vrai que c'était un livre qui a fait un beau chemin. J'en suis très, très heureuse. C'est surtout que l'écriture a été un moment magnifique, et c'est vraiment un grand privilège de pouvoir voir son livre continuer à exister dans le monde, même une fois qu'il a été écrit. Et comment êtes-vous arrivé à l'écriture? C'est le premier roman, n'est-ce pas? Et vous avez travaillé dans le domaine de la communication culturelle et dans les arts contemporains, et maintenant vous êtes écrivaine. Comment vous avez trouvé ce chemin? Moi-même, je ne sais pas. J'ai toujours beaucoup aimé lire. Enfant, je lisais énormément. J'écrivais aussi de la poésie, des chansons, etc. J'étais une enfant assez créative, mais c'est vrai que ensuite j'ai fait des études de littérature, et au lieu de me donner envie d'écrire, les études de littérature m'ont donné l'impression que écrire n'était pas du tout pour moi, parce que je me sentais presque écrasée par tous ces auteurs très statutaires que j'étudiais. Je me disais, en fait, j'arriverai jamais moi-même à écrire aussi bien. Donc, j'ai pas du tout écrit pendant mes années d'études, et ce n'était même pas une option pour moi. Je trouvais que c'était tout bonnement impossible, et qu'il valait mieux que je me concentre à autre chose, mais que l'écriture, c'était réservé, je sais pas, à des personnes qui ne font pas partie du commun des mortels. Et en fait, je sais pas vraiment ce qui m'a pris, pourquoi un jour j'ai commencé. Je pense que c'est peut-être la lecture aussi, la lecture d'auteurs plus contemporains. Moi, en étudiant la littérature, j'ai quand même beaucoup étudié des auteurs du 18e, 19e, 20e siècle, Ouais. Mais au point que je ne lisais pas du tout de littérature contemporaine. Et après les études, j'ai commencé à lire notamment un auteur italien que j'adore, qui s'appelle Alessandro Baricco. On le connaît bien en Roumanie aussi. Il est traduit, il est connu en Roumanie. Ah, j'ai adoré. En fait, je connaissais pas, parce qu'évidemment, quand j'étudiais à l'université, on n'étudiait pas Alessandro Baricco, on étudiait Balzac, Maupassant. Et Alessandro Baricco, j'ai lu, et je me suis dit qu'il était à la fois très exigeant au
sur le plan littéraire. Et en même temps, on sent, quand on lit ses livres, énormément de plaisir. Il a un rapport à l'écriture très joueur. On sent qu'il s'amuse, en fait. Et je crois que ça m'a vraiment donné envie d'écrire, et surtout, ça m'a montré que c'était possible d'exister aujourd'hui, et de quand même arriver à faire de la littérature exigeante, d'en tirer du plaisir, et que la littérature n'était pas réservée au 18e, 19e et 20e siècle. Donc je pense que c'est ces lectures-là qui m'ont conduite finalement à m'autoriser et à me lancer. Combien de temps vous avez mis à écrire ce roman? Ça m'a pris 1 an. 1 an. Mm. Et je vais finir en évoquant des auteurs et des autrices connus du Maroc. Bien sûr, c'est Leila Slimani et bien sûr Tara Benjeloun. Vous vous situez un peu dans cette lignée déjà. Est-ce que ils vous influencent? Est-ce que vous avez des liens avec eux, des rapports d'écrivains, bien sûr? Je les ai rencontrés tous les deux à l'occasion de festivals, de rencontres, etc. C'était très touchant de rencontrer d'autres auteurs marocains, et surtout des auteurs marocains que moi j'admire énormément, qui sont vraiment presque illustres, et qui représentent vraiment la littérature marocaine à l'étranger. J'étais vraiment heureuse de les rencontrer. Moi, si je pouvais avoir ne serait-ce que un quart de leur carrière, je serais ravie. On verra ce que l'avenir me réserve. Oui, moi j'ai eu l'occasion d'avoir un entretien avec Leila Slimani à Bucarest. Elle est venue parce qu'à un moment donné, elle a eu le Goncourt et elle a été invitée à Bucarest aussi pour le Goncourt d'Alissa, pour être la marraine du Goncourt d'Alissa à Bucarest. Donc, j'ai eu le plaisir de faire un entretien avec elle aussi. Et finalement, est-ce que vous travaillez sur un autre livre? Vous pouvez nous dévoiler quelque chose sur le prochain roman auquel vous travaillez? Oui, je travaille en ce moment sur quelque chose, sur un roman qui me plaît beaucoup. Je veux pas trop en dire, mais je vais dire que le thème, c'est l'enfance. C'est toujours pensé au Maroc, donc. Non, justement, c'est pas au Maroc. J'avais commencé un roman qui se passait au Maroc. Et puis, je pense que j'ai besoin de faire une pause avec le Maroc, d'écrire autre chose. Et là, j'écris une histoire beaucoup plus intime, beaucoup plus familiale, en me détachant en fait de l'ancrage territorial et politique. J'adore écrire des livres avec un ancrage territorial fort. J'adore avoir des livres très sociologiques, très politiques. Mais je pense qu'après mon livre, après Aussi riche que le roi, j'avais besoin de faire une pause et d'écrire quelque chose peut-être de plus poétique et moins ancré socialement et politiquement. Abigail Assor, merci beaucoup. Moi, j'ai beaucoup aimé votre roman, premier roman, très sensuel, beaucoup de style, une problématique extrêmement troublante. Merci, je vous souhaite beaucoup de succès avec ce livre et bonne continuation et, pour le prochain roman. Merci encore une fois. Merci beaucoup. Et est-ce que je pourrais finalement vous laisser la parole pour un petit message pour notre public roumain, si c'est possible de votre part? Alors, déjà, je salue tous les lecteurs roumains. J'espère que cette histoire vous fera voyager, vous en apprendra un peu plus sur le Maroc. Et je me réjouis d'un jour venir en Roumanie et rencontrer les lecteurs. Merci beaucoup. Merci.